Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live Q&A. Donc, la semaine passée, j'en ai pas fait là, cette semaine. Je suis là, je suis présente avec vous pour répondre à vos questions. J'ai mis une petite boîte à questions, donc on va regarder ça ensemble ce soir. Puis pour les personnes qui se connectent, n'hésitez pas pendant le live, si jamais vous avez des questions supplémentaires ou même celles qui regardent en rediffusion. Si jamais vous avez des questions aussi, vous pouvez les écrire en commentaire ou m'écrire directement en DM. Là, ça fait toujours plaisir. Donc, je vais attendre juste de voir s'il y a quelques personnes qui se connectent. Je vois qu'il y en a qui se joignent au live. Allô Joanie, allô Joël, allô José, allô Kim. Bienvenue sur le live. En passant, ça n'a vraiment pas rapport, mais j'ai essayé un nouveau Lipsil parce que j'avais vraiment les lèvres sèches. Puis je me souviens plus de l'autre que je prenais, là, le Liptex, quelque chose de même, là, tu sais, le Lipsil bleu, là, que ça sent, on dirait le Vicks, là. Mais j'ai acheté un nouveau de Bioderma, là, c'est celui-là. Fait que si vous avez le même problème que moi, là, de lèvres sèches, il est très hydratant, puis à date, ouais, je l'adore. Fait que petit truc de changement de saison avec le froid. Good! Fait que là, il y a une couple de personnes qui se connectent. Allô Marie-Claude, j'espère que tu vas bien. Donc, on va commencer ça ensemble. J'ai eu vraiment des bonnes questions. Il sent trop bon en plus. Ah, ça veut dire que tu l'as déjà essayé, mais oui, effectivement. Il sent vraiment bon. C'est moins agressant que lui qui sent vite, là, justement. Fait que, ouais, je l'aime bien. Donc, des super bonnes questions encore, là, comme à l'habitude. Fait qu'on va regarder ça ensemble. On va démystifier le tout. Puis si au fil du live, là, c'est pas clair comment je réponds ou quoi que ce soit, là, gênez-vous pas. Vous pouvez l'écrire directement dans le bas où c'est écrit commenter ou même dans le bas également, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation que c'est anonyme, donc personne ne va voir votre commentaire sauf moi. Donc évidemment, je nommerai pas votre nom si vous êtes plus gêné. Alors, on va commencer avec la première question que j'ai reçue. Donc, je les ai toutes notées. Il y en avait quand même beaucoup aussi, là, fait que je suis juste vraiment allée avec les premières que j'ai reçues. Parfait. Donc, la première que j'ai reçue, c'est pourquoi dit-on que certaines personnes doivent limiter leur consommation de caféine? Fait que, tu sais, il y a comme 3 points principaux là, qui me viennent pas mal en tête là, de pourquoi on dit que certaines personnes doivent éviter, limiter, pas totalement illimiter, mais limiter leur consommation de caféine. C'est surtout quand on va voir qu'il y a des problèmes au niveau de son énergie dans la journée. Si c'est quelqu'un qui est anxieuse aussi. Parce que, tu sais, évidemment, le café, c'est un stimulant. Donc, il y a des côtés positifs à la consommation de café et caféine, mais il y a des côtés négatifs aussi. Donc, c'est toujours une question de contexte, c'est toujours une question de type de personne, de son type de mode de vie aussi, puis c'est juste de moduler avec ça, puis trouver quelque chose qui nous convient pour simplement retirer les bénéfices et non avoir les côtés négatifs qu'on peut avoir. Donc, comme je disais, le premier point négatif, ça serait justement l'énergie up and down dans la journée, surtout lorsque c'est pris avant le déjeuner. Donc, dans le fond, ce que ça fait quand on prend un café puis qu'on a l'estomac qui est vide, encore là, il peut, chez certaines personnes, avoir des points positifs quand on veut, exemple, perdre du gras. D'utiliser la caféine, ça peut être un outil, puis de le prendre à jeun, ça peut être intéressant. Mais chez beaucoup de personnes, ça va être plus négatif que positif de prendre de la caféine à jeun. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu prends un café avant le déjeuner? Tout se passe vraiment le matin au niveau de tout, je vais dire, toute la production d'hormones, tout. Dans le fond, qu'est-ce qui va se passer dans ta journée, les choix que tu vas faire alimentaires, comment tu vas te sentir, c'est quoi l'énergie que tu vas avoir, tout se passe dans le matin. Donc, ton déjeuner, c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment le meilleur repas de ta journée. Puis, en fait,
Quelque chose qui est encore plus intéressant, ça serait que ce soit ton repas qui est pratiquement le plus élevé en protéines aussi, que ça a vraiment un impact sur la synthèse des protéines quand c'est le premier repas de la journée qui est plus élevé en protéines. Donc, n'hésitez pas à manger beaucoup de protéines le matin. Donc, bref, c'est beaucoup une question de éviter que l'énergie soit up and down dans la journée, considérant que beaucoup de choses se passent le matin au niveau du cortisol, de l'insuline, puis tout ça. Donc, si tu prends un café le matin, sachant qu'il est stimulant, bien évidemment, ton cortisol il est le plus élevé le matin, donc tu vas spiker ton cortisol encore plus, puis ça peut affecter ta sensibilité à l'insuline. Donc, juste des fois, chez quelqu'un qu'on voit que c'est up and down, puis qu'on voit qu'elle prend son café avant de déjeuner, juste le fait de le switcher après le déjeuner, des fois, oups, tout se place, c'était juste ce petit détail-là, puis là, elle est bien correct, son énergie est meilleure, that's it, on n'a pas besoin de se creuser la tête plus loin. Fait que c'est beaucoup une question de, justement, gestion de l'énergie dans la journée. Fait que c'est ça. Puis, mettons, deuxième point, c'est l'effet stimulant chez certaines personnes, des personnes qui sont très anxieuses, de surconsommer de la caféine. Ça va augmenter leur stress, ils vont se sentir plus anxieuses, on va venir encore plus surtaxer le système nerveux. Fait qu'on n'a pas les bénéfices d'un petit dosage de caféine. Puis, tu sais, il y a des personnes que c'est zéro caféine parce que juste, mettons, un café, ça va être déjà trop pour elle, dans le fond, pour elle, ou même les gars, ça peut faire ça, là, fait que pour ces personnes-là. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître puis à doser sa quantité de caféine. Là. Ça reste quand même variable d'une personne à l'autre, là. Mais mettons, approximativement, maximum 200 mg par jour, là, c'est suffisant, là. Puis le troisième point, ben c'est ça, tu devrais, pourquoi on dit que certaines personnes doivent limiter leur consommation de caféine. Tu sais, oui, c'est intéressant le café de l'utiliser, mais tu devrais jamais utiliser le café parce que tu es trop fatigué. Fait que c'est pas le café le problème, c'est ta vie à ce moment-là. Fait que tu sais, t'es pas censé de dire, ben là, je suis vraiment fatiguée, fait que je vais augmenter ma consommation de caféine. Fait que c'est là qu'on se trouve dans une espèce de cercle vicieux, parce que là, tu te sens fatigué, tu vas avoir tendance à augmenter ta quantité de caféine, donc tu augmentes ta quantité de caféine. Mais là, vu que tu as augmenté ta quantité de caféine, bon, supposons que tu étais à un café, tu augmentes à 2, c'est encore correct, tu augmentes à 3. Là, ça se peut que ça impacte ton sommeil profond. Donc, tu vas moins bien récupérer pendant ton sommeil. Là, tu vas te réveiller, tu vas être déjà fatigué, puis tu vas être fatigué tout au long de la journée aussi. Donc, tu vas être porté à ajouter encore peut-être un autre café ou à rester sur ton 3 cafés, mais tu vas tout le temps impacter ton sommeil. Puis c'est pas parce que tu sens pas les effets de ton café que ça ne fait pas effet. Parce que comme je dis, ça se peut que là, ton corps s'est adapté à 3 cafés, tu ressens plus le regain d'énergie que ça te donnait, mais ça va quand même avoir un impact dans ton corps, ça va quand même affecter ton sommeil profond, fait que finalement, tu récupères jamais, puis on tombe dans une espèce de cercle vicieux. Donc, quand ça arrive à ce point-là, ben des fois, c'est de faire un petit back-off, de faire un petit deload de caféine, voire l'enlever totalement. Ça se peut que tu aies des maux de tête, ça arrive. Fait que si ça arrive, ben c'est peut-être de diminuer très tranquillement, d'accepter que ça se peut que tu aies des maux de tête les 2-3 premiers jours, de peut-être remplacer par un décaféiné ou un thé vert ou peu importe. Parce que oui, il y a de la caféine dans un thé vert, là, mais c'est très à petit dosage, là. Fait que, donc voilà, c'est pour ça qu'on dit ça. Mais tu sais, grosso modo, mettons là, que quand c'est bien utilisé, les bienfaits de caféine, ben ça a un impact sur la mémoire. Là. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis si on veut éviter l'effet trop stimulant du café, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y en a que... Parce que oui, ça aide à la concentration, mais il y en a que, étant donné qu'il y a un effet stimulant, ils vont être stimulés, mais pas capables de se concentrer parce que là, ils sont trop stimulés. Fait que dans ce temps-là, on peut ajouter de la L-théanine, que ta L-théanine va venir contrer l'effet de surstimulation de ta caféine. Donc là, tu vas vraiment avoir l'effet stimulant, donc d'être actif mentalement, je veux dire, puis les bienfaits de focusser, donc d'être concentré. Fait que L-théanine, caféine, super bon, super bonne combinaison si tu veux avoir un bon focus sans l'effet surstimulant du café. Donc, voilà. Deuxième question.
Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce vrai que je dois éviter le beurre de pinot pour perdre du poids? Fait que j'en reviens pas que ça. Il y a encore du monde qui dit ça. Ça me fait capoter. Puis moi aussi, je pensais ça avant, honnêtement, jusqu'à temps que je pousse plus loin les connaissances. Encore une fois, tout ce qui est problématique, c'est la quantité qui fait le poison. Donc, une phrase cliché qu'on entend, c'est le cas dans plusieurs choses. Donc, c'est vraiment la quantité qui fait le poison. Parce que reste que ton beurre de pinot, c'est un type de lipide. Là, je me mélange tout le temps entre le saturé, puis le mono-insaturé, puis le insaturé. J'ouvre tout le temps mes notes pour être sûre de ma shot quand je parle de ça. Donc là, je peux pas vous confirmer c'est quel type de lipide, mais ce type de lipide-là, c'est le même type là, que la viande rouge, le chocolat noir, tout ça. Fait que c'est important d'avoir une variété dans nos lipides. Donc, si tu manges juste du beurre de pinot, ben là, oui, ça se peut que tu crées des carences. Puis, ton beurre d'arachide, il est moins intéressant côté, justement, propriété de lipides, contrairement à un beurre d'amande, mais tu peux en manger pareil. Puis moi, qu'est-ce que je trouve intéressant dans le beurre d'arachide, c'est que c'est une légumineuse. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais c'est ça, c'est une légumineuse, puis là, ça se digère mal, puis là, ça crée de l'inflammation. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde que ça crée de l'inflammation. Il y en a qui peuvent manger une canne de pois chiches, puis ils n'ont pas de problème. Il y en a d'autres qui vont se rouler à terre pendant 2 jours parce que c'est trop lourd à digérer. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec le beurre d'arachide, étant donné que justement c'est une légumineuse, c'est un phytoestrogène. Donc, il va y avoir des phytoestrogènes là-dedans. On en retrouve aussi dans plusieurs autres aliments, là, tels que le lin, les carottes. Donc, ça, il y en a vraiment beaucoup là, dans plusieurs aliments. Dans le soya aussi. Fait que les phytoestrogènes, c'est similaire à l'estradiol. Donc, il va avoir des effets estrogéniques ou anti-estrogéniques. Donc, ça fait comme les deux. Fait que, dans le fond, ça peut venir se lier à la cellule. Puis, ça va venir empêcher les xénestrogènes d'entrer. Donc, tes xénestrogènes, c'est les faux estrogènes qu'on ne veut pas dans le corps. Donc, souvent, une femme qui a un surplus d'estrogène, mon Dieu, excusez-moi, j'ai pas le choix de me gratter. Souvent, une femme qu'on suspecte un surplus d'estrogène, ben, c'est qu'il y a trop de xénestrogène qui circule dans son corps. Donc, d'intégrer des phytoestrogènes, des fois, ça peut être intéressant là, pour venir contrer ça. Fait que bref, c'est à ça que ça sert des phytoestrogènes. Donc, d'avoir des exemples du beurre de pinot ou des types d'aliments qui en contiennent, ça peut être intéressant. Fait que comme je disais, beurre d'arachide, il faut arrêter de capoter avec ça. Encore une fois, ça se peut que toi, tu le digères pas, puis ça se peut que ton ami, oui. Donc, c'est juste d'apprendre à se connaître, puis d'essayer d'analyser quand il y a quelque chose qu'on digère pas, là, ou quoi que ce soit. Fait que... Désolée, petite gorgée d'eau. Donc, c'est ça. Puis là, vu que j'ai parlé de xénestrogène puis de surplus d'estrogène, si vous prenez un estrocontrol ou un estrobalance, ça reste des bons produits, mais si tu me dis que tu bois de l'alcool, ça sert absolument à rien que tu prends ce supplément-là. Fait que, tu sais, si on doit se rendre à prendre un estrocontrol ou un estrobalance, c'est parce qu'on a éliminé toutes les sources de xénestrogène. Fait que, tu sais, tout ce qui est BPA, tout ce qui est produits ménagers, tout ce qui est alcool, tout ce qui est stress, tout ce qui est inflammation, qu'on a augmenté ton eau, puis qu'on voit que ça marche pas pendant plusieurs mois, là, on va penser à peut-être intégrer ce supplément-là. Mais si ça, c'est pas fait, vous jetez votre argent dans le vide. Fait que c'était un petit commentaire là-dessus. By the way, ce type d'explication-là, parce que là, dans le fond, comme vous avez pu voir, là, on a lancé hier la promo du Black Friday. C'est ça, c'est le type d'explication qu'on donne aux clientes. Fait que, tu sais, souvent, on va soit faire des modifications dans le plan alimentaire, dans ses habitudes de vie, puis on va expliquer ce type d'explication-là. Ouais, ça marche.
expliquer, bon, en tout cas, il me semble que je me suis répétée 2 fois, c'est qu'on va expliquer à la cliente pourquoi on fait ça. Fait que, tu sais, si vous voulez comprendre qu'est-ce que vous faites quand vous avez des plans, ben nous, c'est ça qu'on fait, là. Fait que, bref, il y a la promo du Black Friday, là, fait qu'hésitez pas à aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Troisième question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, le pain carbonaute est quelle source, lipide ou protéines? Là, c'était comme vraiment 2 questions dans la même phrase, là, fait qu'il y a des mots qui manquent. Mais de ce que j'ai compris, c'est ça, elle voulait savoir si le pain carbonaute, si c'était une source de lipides ou de protéines. Puis que, dans le fond, elle demandait si une toast de ce pain-là au déjeuner avec une tasse de yogourt grec et fruits, si c'est un bon déjeuner. Fait que là, elle a shorté ça pas mal, là, mais j'ai compris le sens de sa phrase. Le pain carbonaute, je sais qu'il y en a comme quelques sortes. Moi, je vais regarder, là, quand j'ai vu la question, j'en ai un chez moi, fait que j'ai regardé. Moi, j'ai le sac qui est mauve. Donc, il est multigrain. Puis, dans le fond, dans les ingrédients, c'est que ce pain-là, il est très élevé en fibres. Donc, c'est pour ça que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que vu qu'il est très élevé en fibres, ben ils vont comme réduire les fibres des glucides. Fait que là, ça tombe un pain qui est comme low carbs. Ça, c'est souvent les ketos qui vont faire ça. Moi, personnellement, je soustrais jamais mes fibres, même si, justement, j'ai le pain keto, le pain carbonaute, puis qui est super élevé en fibres. Si moi, c'est écrit 18 grammes de carbs pour 2 tranches de pain, puis qu'il y a genre 14 grammes de fibres, ben je prends pas compte des fibres. Je suis comme, ah yes, beaucoup de fibres, tant mieux pour moi. Mais je vais quand même garder en tête que c'est mon 18 grammes de carbs. Ça, c'est ma façon de faire parce que si vous avez écouté pas, la semaine prochaine, j'ai pas fait de live, mais l'autre d'avant, si je me trompe pas, je parlais justement des calories puis ce type d'affaires-là. Donc, vous irez écouter. Moi, je focus tout le temps sur une affaire. Je me casse pas la tête. Si c'est écrit ça, c'est ça, that's it. Fait que bref, tout ça pour dire que je comprends que tu demandes si c'est une source de protéines parce qu'il y a quand même beaucoup de protéines, mais l'affaire, c'est que sachant qu'il y a beaucoup de fibres, ben c'est beaucoup de graines de lin, des graines de chia, de l'huile de tournesol, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Farine de blé, tout ça. Fait que, pas dans celui-là. Oui, ouais, parce qu'il y a du gluten dans lui. Ouais, fait que farine de blé. Fait que tu sais, c'est des traces. Fait que c'est des traces de protéines, mais c'est pas une source de protéines. Donc, c'est plus une source de glucides. Puis tes lipides, ben justement, c'est parce que dans des graines de lin, exemple, il y a des lipides. Donc, c'est sûr que ça augmente le nombre des lipides de ce type de pain-là, contrairement, mettons, à un autre type de pain qui n'a pas ce type de fibre-là, donc moins de lipides. Fait que je sais pas si tu me suis. Donc oui, il est plus élevé en lipides, mais encore une fois, moi personnellement, même avec mes clientes, je ne calcule pas les lipides provenant de graines de chia ou de graines de lin. À moins qu'elles me disent qu'elle mange un pudding au chia puis qu'elle met un quart de tasse, je vais dire des calculer, mais une cuillère à table, je ne vais pas le calculer. Si c'est dans des craquelins, je ne vais pas le calculer. Si c'est dans le pain, je ne vais pas le calculer. Fait que, mais encore là, vous pouvez le faire, mais moi je trouve que ça commence à être trop compliqué, puis trop de cassage de tête, puis que c'est là qu'on va faire fuck that, je t'écœurée, c'est trop compliqué. Fait que c'est pas une source de lipides, c'est pas une source de protéines, c'est une source de glucides, puis après ça, c'est ton choix personnel à voir si toi tu veux utiliser la méthode de réduire les fibres de tes glucides. Donc, tu peux soit le faire, soit pas le faire, selon à ta convenance. Donc, c'est une source de glucides. Puis, pour comme ton autre question qui était collée, là, que ton déjeuner, c'est justement une toast avec une tasse de yogourt grec puis des fruits, est-ce que c'est bon? Ça dépend encore une fois de ton objectif. Ça dépend de ton énergie dans la journée. Est-ce que c'est trop de carbs? Est-ce que c'est pas assez? Une tasse de yogourt grec, tu as quand même assez de protéines là-dedans, donc c'est génial. Des fruits, super bons d'en avoir le matin. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment comment tu te sens, puis c'est quoi ton objectif en soi, là. Fait que c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est variable d'une personne à l'autre. Mais, tu sais, en termes de choix d'aliments, oui, le choix, il est bon. Fait que t'as ta source de protéines, t'as des glucides. Ça serait de voir si peut-être tu veux intégrer un petit peu de lipides là, avec ça, là, sachant qu'on ne tient pas compte des lipides dans ta toast. Parce que là, peut-être que toi, tu disais que tu prenais ta toast parce que c'était une source de lipides, là, mais non, tu sais. Fait que peut-être que tu pourrais ajouter, exemple, des noix ou du beurre d'amande, peu importe.
Donc, quatrième question que je suis rendue. Salut, en passant aux autres personnes qui se sont connectées pendant le live. Quatrième question. Quels sont les suppléments essentiels dans le day-to-day pour une femme active? Donc, bon, c'est sûr que je recommande à tout le monde les suppléments de base, donc magnésium, vitamine D, oméga 3. Mais là, mettons que tu es une femme vraiment active, on va dire que soit tu fais beaucoup de cardio, tu t'entraînes ou bref, n'importe quelle activité physique qui revient souvent dans la semaine, donc un 5 à 6 jours semaine, puis que c'est des entraînements intenses, donc je vais aller plus dans cette optique-là. Je mettrais une multivitamine. Une multivitamine, c'est intéressant dans un contexte, bon, ça peut être dans le day-to-day, même si tu es quelqu'un qui ne s'entraîne pas, ça peut être intéressant. Encore là, c'est le type de multivitamine, c'est à regarder. Mais sinon, tout ce qui est quelqu'un qui est en perte de gras, souvent, on va faire un déficit de calories au niveau de sa nutrition, puis on va, exemple, augmenter le cardio, augmenter l'activité physique. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, ça a tout fucké mon live. Rappelez-moi plus tard. C'est le dentiste pour demain, tu sais. Ils laisseront un petit message. Bon, là, j'ai tout perdu mon fil. Ouais, quand on est en perte de gras, évidemment, on va baisser la nutrition. Donc, on va créer un déficit de calories, augmenter le cardio. Donc, ça fait que on va peut-être manquer de certains minéraux d'antioxydants puisqu'on va moins manger puis qu'on va augmenter le cardio, donc ça va augmenter le stress oxydatif aussi. Donc, ta multivitamine, encore une fois, tout dépendamment de qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, moi, celle que je préfère, c'est la Total Défense de ATP parce que il y a des antioxydants dedans, il y a des minéraux, vitamine E, vitamine A, le dosage est quand même assez élevé, donc on a les bénéfices de ces vitamines-là. Mais c'est surtout aussi côté minéraux, antioxydants qui sont quand même élevés aussi dedans, qu'il n'y a pas dans certaines multivitamines. Fait que celle de ATP, là, la Total Défense, je l'adore. Sinon, deuxième supplément que je mettrais dans ce contexte-là, ou même encore une fois là, pour n'importe qui, protéines en poudre si c'est nécessaire, dans le sens où est-ce que tu en manges suffisamment via tes aliments? Si tu as de la misère, parce que, exemple, tu manques d'appétit ou quoi que ce soit, va chercher un supplément de protéines, fait que ça te permet d'aller en chercher beaucoup, puis que ça te bourre pas trop. Donc, juste, en général, t'assurer d'avoir assez de protéines. Après ça, le magnésium, ça c'est sûr, puis l'oméga 3 aussi, là, ça c'est sûr. Fait que magnésium, c'est bon pour tout ce qui est gestion du système nerveux central, gestion de l'énergie, tout ce qui est... C'est surtout quelqu'un qui sue beaucoup, là, on peut augmenter pas pire le dosage de magnésium, encore là, pas trop. Mais quelqu'un qui sue beaucoup, on peut quand même assez intéressant d'avoir le magnésium. Puis sinon, l'oméga 3 pour tout le côté santé générale là, au niveau des cellules, anti-inflammatoires, santé du cerveau, tout ça. Fait que tu sais, les quatre que je viens de dire, je mettrais ça pas mal à n'importe qui s'entraîne, mais tu sais, multivitamine, j'en mets pas à tout le monde, tu sais. Amélie, elle demande électrolyte. À moins que tu sues ta vie, tu peux en prendre. Ou si tu sens que tu as tout le temps soif, peut-être que tu peux regarder justement si tu as assez de sodium. Parce que, tu sais, au lieu de t'acheter un supplément d'électrolyte, ce que tu pourrais essayer, si tu sens, mettons, je sais pas moi, que tu as plus soif, que tu es tout le temps déshydraté, que tu sues beaucoup, mais que pourtant tu consommes suffisamment d'eau, tu pourrais juste mettre un à 2 crunchs de sel là, dans ton shaker d'eau, puis ça pourrait être suffisant. Tu aurais du sodium, des minéraux. Fait que, tu sais, moi, j'en amène quand je vais dans le sud. Des fois, j'en prends dans mon workout. Mais il n'y a pas vraiment de raison pourquoi je le prends, parce que ça goûte bon, là, tu sais.
Fait que c'est bien rare que quelqu'un va suer à un tel point dans un workout qu'elle manque d'électrolytes. Là. Fait que, ou quand on est malade. Ça, par contre, c'est intéressant. Si, exemple, on a une petite gastro ou quoi que ce soit, puis que là, on se vide, ben clairement, on se déshydrate aussi. Fait que là, ça peut être intéressant de mettre des électrolytes. Mais sinon, encore une fois, dans le contexte d'une femme active day-to-day, je serais plus enclin à mettre des EA que des électrolytes. Là. Puis au pire, ben, ça va consommer du magnésium ou qu'à mettre un peu de sel là, dans son eau, tout simplement. Là. Ensuite de ça, la autre question. OK, là, c'était une longue question. Je suis pas sûre d'avoir compris le contexte, mais je vais aller selon ce que je comprends. OK. Si à cause du travail, j'ai un maximum de 5h30 à 6h de sommeil les jours travaillés, est-ce préférable de poursuivre plusieurs jours d'entraînement par semaine ou c'est contre-productif et repos est de mise? Fait que, tu sais, je sais pas, on dirait que la phrase est mal formulée, mais j'imagine que tu me demandes si, exemple, la semaine, vu que tu dors 5h30 à 6h, est-ce que tu peux te rentraîner plusieurs fois de suite ou si ça serait mieux que tu sépares tes journées pour avoir des journées de repos? Fait que moi, c'est de même que je comprends ta question. Fait que ce que je ferais, sachant que, mettons, du lundi au vendredi, tu es au travail, puis que, je sais pas moi, il y a un contexte, peu importe, qui fait en sorte que tu peux juste dormir 5h30 à 6h, c'est sûr que je serais pas enclin à te mettre back-à-back 3-4 jours de workout de suite. Là. J'irais vraiment soit avec une journée on, une journée off, une journée on, une journée off, ainsi de suite. Ou je ferais 2 jours on, 1 jour off, 1 jour on, 2 jours off, ainsi de suite. Fait que c'est sûr que je ne mettrais jamais plus que 2 jours d'entraînement de suite. Puis encore là, le split de jours, ben ça dépend encore une fois de ton objectif et tout ça. Là. Mais sachant que t'es comme un 5 jours à dormir juste 5h30, 6h, je dépasserais pas vraiment 4 jours d'entraînement par semaine. Là. Ça, c'est sûr. Là. Même, je pense que je tournerais plus aux alentours de 3 jours. On te met un bon workout. Comme ça, tu es performante, même si c'est juste sur 3 jours. On est capable d'aller chercher une bonne intensité pareil, puis tu progresses. Fait que j'irais là-dessus parce que, tu sais, si tu dors pas, tu t'entraînes plein de jours de suite, t'as comme littéralement pas le temps de récupérer. Fait que oui, ça va être contre-productif. Fait que j'espère que ça répond à ta question, comment que je l'ai compris. Ensuite de ça, on m'a demandé, est-ce que le riz constipe? Oui, ça peut constiper parce que c'est pas très élevé en fibres là, si on compare ça à une patate blanche ou une patate douce même. Fait que, tu sais, si tu sens que toi, ça te constipe, parce que souvent, encore là, tu sais, s'il y en a des fois qui ont une petite bactérie puis qu'ils vont aux toilettes sans arrêt, ben, on va dire de focusser sur des aliments qui constipent, genre du riz. Fait qu'encore là, c'est une question de propre à chacune. Peut-être de switcher pour du riz brun, du riz sauvage qui est plus élevé en fibres. Ça peut être du quinoa, mais comme je te dis, sinon patate douce. Puis une fois de temps en temps, tu manges du riz jasmin, riz basmati, là, fait que du riz blanc. Fait que de juste peut-être faire attention à ça, de pas en manger trop là, dans ta semaine ou dans ta journée, puis de varier avec plus des fibres, là, des aliments fibreux. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, on va se le dire, là, dans du riz blanc. Là. Fait que c'est pour ça que quand je mange du riz blanc, mes assiettes, j'ai énormément de légumes. Fait que pour vraiment aller chercher suffisamment de fibres, étant donné que mon riz, il n'y en a pas tant que ça, puis c'est vraiment des glucides rapides, donc ça se digère très vite du riz. Mais du riz brun sauvage, c'est plus intéressant. Puis en plus, ça goûte bon. Fait que ça fait changement. Mais j'en achète pas. J'y pense jamais, honnêtement. Là, mais je dis ça, puis je suis comme, pourquoi j'y pense jamais? Fait que bref. Ensuite de ça, dernière question, on m'a demandé, est-ce que manger moins de lipides et plus de glucides pourrait être une meilleure solution pour être équilibré et perdre du poids? Donc, dans le fond, elle voulait savoir si manger plus de carbs pourrait nous amener à être plus enclin
à justement avoir une structure alimentaire équilibrée, puis qu'on va moins peut-être être tenté à prendre tout le temps des surplus ou à avoir trop de repas libres, puis à se tourner vers des aliments plus inflammatoires, puis tout ça. Puis, chez certaines personnes, ça peut effectivement fonctionner parce qu'on s'entend que si tu mangeais des glucides, beaucoup de glucides, on va dire le même nombre de carbs, mais provenant d'aliments transformés, tout ça, versus des glucides de vrais aliments, ben quand tu embarques dans cette structure alimentaire-là, pour le même nombre, ça se peut que tu perdes du poids, là. Puis que justement, vu que toi, tu te sens pas privé, ben tu vas tellement être constante que tes résultats vont arriver. Mais chez certaines personnes, ils ont fait des études, ils ont pris 2 groupes d'obèses, dans le fond, donc des personnes ayant de l'obésité. Ils ont fait une étude avec eux. Donc, ils ont fait un groupe qui ont fait une diète plus low carbs, high fat, protéines stables. Dans l'autre groupe, ils ont fait l'inverse. Donc, protéines stables. Là, j'étudie low carbs. Je vais recommencer, je me suis mêlée. Un groupe high carbs, low fat. L'autre groupe high fat, low carbs. Donc, l'inverse. Puis, dans le fond, ils ont mis comme le week-end, ils ont mis leur diète pendant un certain nombre de semaines. Donc, les personnes suivaient leur diète. Puis, rendu à un week-end, ils ont dit là, faites l'alimentation intuitive. Puis, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les gens qui avaient plus de glucides, moins de lipides, ont plus bingé, donc ont plus ingéré de calories puis fait de mauvais choix alimentaires, contrairement aux personnes qui étaient low carbs, high fat. Donc, il y en a beaucoup là, qui disent « Ouais, mais j'ai peur d'être low carbs parce que je veux pas avoir des repas pas de carbs parce que j'ai peur de binger et tout ça. » Mais selon l'étude, c'était l'inverse qui se passait parce que les lipides, il y a plusieurs bienfaits dans le système hormonal, mais il y a aussi des bienfaits dans le cerveau sur le système de récompense qu'on appelle. Donc, tu vas être plus tenté à vouloir te récompenser via des aliments riches en gras, en sucre, tout ça, si tu manques de lipides dans ta nutrition. Encore là, c'est peut-être pas nécessairement sur tout le monde, mais ils ont fait l'étude sur 2 groupes, comme je dis, là, de personnes souffrant d'obésité, puis ça a été ça la conclusion. Donc, encore là, c'est du cas par cas. J'ai des clientes qui progressent super bien, high carbs, low fat, puis ils sont en perte de poids, puis let's go, ça y va. Il y en a d'autres que c'est l'inverse, donc justement, on voit que dès qu'on baisse un petit peu les carbs, puis qu'on met les lipides un peu plus dominants, ben que là, ça va faire l'effet inverse. Puis, fait que tu sais, c'est tellement du cas par cas, là. Fait que je serais tentée à dire que les 2 fonctionnent, mais techniquement, selon l'étude, pour une personne en perte de poids, elle serait plus enclin à être constante puis faire des meilleurs choix si jamais elle a un repas libre ou quoi que ce soit, puis à pas grignoter si elle prend une alimentation qui est plus high fat, low carbs. Mais quand je dis low carbs, c'est pas de couper tous tes glucides, là, encore là, il faut que ce soit bien dosé, là, parce qu'on en veut quand même dans l'alimentation, à moins que tu aies une restriction quelconque de santé, là. Mais voilà, c'était un gros live. Encore des bonnes questions comme à l'habitude. C'était super nice. Fait que là-dessus, je vais vous laisser s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, que vous avez d'autres questions, peu importe. Vous pouvez m'écrire en message privé, ça va me faire plaisir. Puis sinon, la semaine prochaine, on va se revoir pour un autre petit live. Vendredi, il y a un podcast qui sort également. Ah, ça fait plaisir, Patricia. Patricia, full assidue dans les lives, elle. Autant dans le groupe Facebook privé que sur Instagram. That's it. Fait que, donc voilà, c'est ça pour ce soir. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Et sinon, je vais vous souhaiter une bonne semaine.